Bonjour! Dans cette nouvelle session, nous allons décrypter les théories et essayer de décoder les facteurs de motivation. Alors, voici une sorte de classification des différentes théories, mais n'ayez crainte, nous n'allons pas toutes les faire. Nous allons simplement essayer de voir les idées principales de quelques théories qui peuvent nous aider à décrypter les facteurs de motivation. Il y a de nombreuses taxonomies, en voici une, mais on peut en avoir des différentes. La première théorie sur la motivation est celle de Maslow. Qui n'a pas entendu parler de la pyramide des besoins? Bien sûr, on ne peut pas parler de motivation sans parler de la théorie de Maslow. Alors, que dit cette théorie? Maslow explique qu'en fait, si l'on est motivé, c'est parce qu'on doit répondre à certains besoins. Il existe différents types de besoins, dont les trois premiers de rang inférieur, qui sont les besoins physiologiques, les besoins de sécurité et les besoins d'affiliation, et que l'on ne peut aller vers un besoin supérieur que si on a assouvi le besoin antérieur. Alors c'est très intéressant parce que Maslow fait vraiment une hiérarchie entre ces différents besoins. Selon lui, dans les rangs inférieurs, les besoins doivent être satisfaits et dans les rangs supérieurs, ici le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement, ils ne seront jamais totalement satisfaits, mais ils doivent être respectés dans leur hiérarchie. Alors, c'est très intéressant parce que Maslow, en 1943, quand il propose sa théorie, tout le monde dit « mais voilà, on a tout compris ». Ceci dit, de nombreuses recherches ont été menées par la suite pour essayer de prouver, bien sûr, les postulats de Maslow et les résultats ont toujours été difficiles à atteindre. Donc, cette théorie est surtout conceptuelle. On a un deuxième auteur, qui est Alderfer, qui a essayé de relativiser un petit peu les travaux de Maslow. Lui reprend la catégorie des besoins de Maslow, mais dit il n'y a pas de hiérarchie entre ces besoins. Pour être motivé, on peut satisfaire conjointement, simultanément, trois types de besoins. Les besoins d'existence, les rapports sociaux et le développement personnel. Il rajoute une autre idée qui est l'idée de frustration. C'est-à-dire que si par exemple il y a un type de besoin, les besoins d'existence que l'on n'arrive pas à satisfaire, on va se rabattre vers les deux autres types de besoins. Ainsi par exemple dans une entreprise, on peut ne pas aimer les conditions de travail, mais on peut être très motivé parce qu'on a une relation favorable et positive avec ses collègues. Donc ici, nous sommes dans une sorte de réinterprétation de la théorie de Maslow. Qui ne connaît pas la théorie de MacGregor qui fait une distinction entre des personnes qui sont dans une logique où elles n'aiment pas le travail, il faut absolument les contraindre, leur donner des cadres avec des objectifs spécifiques, il faut les contrôler et en fait, elles voient le travail vraiment comme une corvée. D'accord ? Ces personnes appartiennent à la théorie X et la théorie Y, où là, nous avons des individus qui sont autonomes, qui vont travailler parce qu'ils ont trouvé des objectifs de motivation liés à de la reconnaissance, à de l'épanouissement. Et là, le management est beaucoup plus libre et beaucoup plus ouvert. Alors, dans ces deux théories, MacGregor dit de toute façon, dans le futur, c'est-à-dire aujourd'hui, on ira vers des entreprises qui appartiennent à la théorie Y. Ce n'est pas tout à fait le cas. Mais ceci dit, on voit de plus en plus un courant en sciences de gestion qui défend la théorie Y avec Goetz et le livre Liberté et compagnie et qui explique que les entreprises aujourd'hui, qu'elles soient dans les services, dans les nouvelles technologies ou dans l'industrie, essayent de changer les variables d'ajustement managérial et essayent de donner de l'autonomie parce qu'on a compris qu'avec de l'autonomie, on a de la confiance, de la motivation et beaucoup plus d'innovation. Donc cette théorie a été très importante en son temps et les auteurs y reviennent aujourd'hui et la réinterprètent à travers les pratiques d'entreprise actuelles. Autre théorie, la théorie bifactorielle de Herzberg. La grande idée ici de Herzberg, c'est de dire que les facteurs qui motivent sont différents des facteurs qui démotivent. Et que l'inverse de la motivation, ce n'est pas la démotivation, c'est la non-motivation. Et qu'un salarié peut simultanément être motivé et démotivé, puisqu'il s'agira de facteurs différents.
Donc dans la théorie de Herzberg, c'est très intéressant de voir qu'en fait, on peut réinterpréter ce que l'on fait en milieu professionnel comme un facteur de motivation ou de démotivation. Autre théorie, la théorie d'Adams sur la théorie de l'équité. L'idée d'Adams est claire. En fait, les personnes sont motivées, mais elles comparent, elles n'arrêtent pas de comparer, soit avec les personnes du groupe, soit en externe. Et donc, elles se posent la question, quelle est la balance par rapport à ce que je donne, par rapport à ce que je reçois, est-ce que c'est en ma faveur ou pas? Et en fonction de cette grande idée, eh bien, elles ont un sentiment d'équité ou d'iniquité. Et cela peut être, bien sûr, un sentiment de motivation, de non-motivation, de démotivation. Autre théorie très classique, celle de Vroom. Que dit Vroom? Vroom dit que la motivation est le produit de 3 facteurs. Ce qu'il appelle la valence, est-ce que ça vaut la peine que je fasse ce travail, que je m'engage dans ce projet? L'expectation, est-ce que je suis capable de faire ce projet? Est-ce que ce n'est pas trop difficile? Est-ce que j'en ai les moyens? Et l'instrumentalité, qu'est-ce que j'y gagne? Concrètement, ça va m'apporter quoi? Donc en fait, la motivation, elle se retrouve dans ces 3 facteurs, et si un de ces facteurs est absent, la motivation disparaît. Pour aller plus loin, avec Vroom, qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire qu'il exprime sa théorie de façon très détaillée, bien sûr, ici nous n'en avons qu'un aperçu, sur des facteurs tels que la valeur, tels que la relation et la probabilité. Et il propose cette deuxième équation. Donc ce modèle peut vous permettre de réfléchir. Quand vous voulez motiver quelqu'un, est-ce que vous avez actionné ces 3 leviers? Quelle est la valeur que la personne porte aux récompenses que vous allez promettre? Deuxième question, qu'est-ce qu'elle va retirer concrètement de cette mission? C'est à vous de lui expliquer ce qu'elle va retirer. C'est à vous d'argumenter, parce que vous savez qu'elle va se poser cette question. Ensuite, quelle est la probabilité? Quelles sont les chances de réussir dans ce projet? Donc voyez-vous, ici vous avez des questions à vous poser en amont lorsque vous voulez motiver quelqu'un. Ensuite, on peut encore apprendre avec Skinner grâce à la théorie du renforcement. L'école comportementaliste behavioriste explique qu'en fait, le comportement humain n'est que le produit du conditionnement que l'environnement nous impose. En gros, d'abord, on a un comportement. Ce comportement, c'est l'engagement dans un projet, par exemple. C'est réaliser une opération commerciale. On aura une récompense. Ah, on va la gagner, donc peut-être qu'en fait, on va augmenter le chiffre d'affaires de l'équipe et on aura peut-être une prime. Et donc, on sera motivé. Mais l'effet inverse se joue. Si vous avez un comportement et que vous êtes puni, terminé. Vous n'allez pas recommencer. Donc ici, si vous sentez qu'en fait, au lieu d'avoir été reconnu, même si ça a été un échec, vous avez été quelque part oublié, vous avez été abandonné, eh bien vous ne recommencerez pas votre engagement et votre motivation sera nulle la prochaine fois. Cette expérience a été réalisée sur ces petits animaux, des rats, avec différents stimulus et on s'aperçoit qu'ils fonctionnent exactement de la même façon. Comme quoi on n'est pas très éloigné. Enfin, on a la théorie du résultat escompté. Alors qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est de dire qu'en fait, pour être motivé, bien entendu, il faut avoir un objectif, bien entendu, il faut avoir une intensité, il faut avoir un engagement et on va faire des efforts parce que quelqu'un qui n'est pas motivé, il ne fait pas d'efforts. Et on va essayer d'exécuter un objectif, on est d'accord. On va avoir des résultats, mais attention, là, à chaque étape, se pose un certain nombre de questions. Quand on fait des efforts, est-ce qu'en fait, on est capable d'avoir le rendement souhaité? Très souvent, les gens se dévalorisent. Votre job en tant que manager, c'est justement de leur donner cette confiance pour qu'ils dépassent leur zone de confort, pour qu'ils soient sûrs qu'ils pourront y arriver et pour qu'ils soient exceptionnels. Deuxième type de question, dans l'exécution de la tâche. Le problème, c'est qu'en fait, la question qui se pose, je vais faire quelque chose, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Vous devez également convaincre sur cette deuxième partie d'argument. Oui, tu es capable. Bien entendu, tu vas en retirer un profit. Et encore plus, cela va te donner encore plus de valeur par rapport au groupe, par rapport à l'entreprise. Donc vous, en tant que manager, vous devez argumenter dans ces 3 thèmes, à ces 3 niveaux. Donc vous voyez,
il y a énormément de réflexion en amont pour chacun de vos collaborateurs quand vous voulez les motiver. Enfin, je terminerai par dire qu'il y a énormément d'articles de presse sur des exemples d'entreprises qui ont des nouvelles façons de motiver leurs collaborateurs. Alors, essayez d'être attentif, regardez, comparez et dites-vous que de toute façon, le meilleur moyen, c'est vous qui le trouverez, en fonction des personnalités, en fonction de votre équipe, en fonction de la culture, des valeurs et de votre personnalité. Donc motiver, c'est pas compliqué, mais il faut savoir que c'est en amont, c'est en décodant, c'est en se posant les questions qu'on y arrive et surtout c'est en essayant d'être différent, d'être original. Et après, vous pourrez emmener votre équipe championne du monde.